Donc, je vois que ce n'est pas Martine Laville, mais Michel Krems qui va nous parler de la place de la médecine nutritionnelle au sein des spécialités médicales. Donc, bonjour à tous, effectivement, je ne suis pas Martine Laville, et vous perdez au change. Moi, je vais essayer déjà physiquement et je vais essayer de faire aussi bien qu'elle. Pour vous parler effectivement de la place de maladies nutritionnelles, je peux faire nutrition au sein des spécialités médicales et peut-être amener la réflexion académique, puisque je remplace Martine qui est président du CNU et donc j'ai été au CNU aussi, donc je vais vous donner l'aspect plutôt universitaire et on va pouvoir discuter ce qu'est aujourd'hui un médecin nutritionniste, puisque cette question a déjà été évoquée. Alors d'abord, la place de la nutrition, puisque c'est la question posée, en fait elle est partout, la nutrition. C'est la première médecine, hein. Et quelles que soient les spécialités que l'on prenne, on trouve la nutrition et elle finit par être nulle part aujourd'hui, puisque finalement elle est tellement diluée et puis envahie entre guillemets par la progression des nouvelles techniques et autres qu'elle est pratiquement plus enseignée et très peu pratiquée dans beaucoup de spécialités. Alors pour donner la pédiatrie, bon là est obligée pour la croissance, les pathologies de surcharge, j'ai mis que très nombreuses disciplines étaient impliquées, la dénutrition, les perturbations du métabolisme, des allergies aujourd'hui dont on parle beaucoup. Donc voilà la place, et cette réduction, je dirais, d'importance, ne serait-ce qu'au niveau de l'enseignement qu'on voyait apparaître, et qui a été, je dirais, mise en avant dans les années 98 pour la création du Collège des enseignants de nutrition, avec toute une génération de médecins donc, qui étaient Marion Affelbaum, Bernard Guigrand, Claude Ricourt, Jean Rey notamment, qui avaient perçu justement cette difficulté, à partir d'abord de besoins de santé, une grande prise de conscience, notamment de l'importance de l'épidémie d'obésité qui était en train d'apparaître et dont on prenait la conscience effectivement de toute l'importance que ça allait avoir, notamment sur le retentissement avec ses comorbidités, et notamment le diabète. Et puis également, un deuxième élément qui était important, c'était la dénutrition qu'on avait mis de côté pendant de très nombreuses années avec un retentissement médico-économique important, notamment dans les établissements de soins. Parallèlement, la nutrition était moins enseignée dans les disciplines, au profit, je dirais, d'aspects plus techniques ou diagnostiques, je dirais, plus modernes. Un élément aussi de réflexion était la prolifération des offres de soins inadaptés. On n'en a pas parlé, mais je pense que c'est un élément important dans la réflexion aussi, c'est-à-dire l'obésité, les gourous, les guérisseurs, les amaigrisseurs diverses et variés, qui n'ont rien à voir là, pour la plupart avec des médecins ou moins d'approche médicale. Ils sont toujours là, d'ailleurs, ce problème n'est pas réglé. Et puis l'émergence également d'un besoin de recherche important, et ça vient surtout de l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, qui passait d'une production alimentaire de masse, il fallait nourrir tout le monde. On est arrivé à l'objectif, et là on s'apercevait qu'il fallait passer à un aspect quantitatif, plus qualitatif, et que là la recherche était extrêmement importante. C'est autour de ce concept-là que le métier nutritionniste a commencé à être évoqué, et du moins enseigné avec le Collège des enseignants de nutrition, et puis avec une section du CNU, la section 4404, qui a été créée en 91, avec des professeurs de nutrition dans des facultés de médecine, PUPH ou MCUPH, donc qui avait comme objectif, effectivement, de former les étudiants dans le premier et deuxième cycle, donc l'objectif était le premier recours, et puis d'apporter également une spécialisation complémentaire dans le troisième cycle, donc pour donner une teinture, ou voire plus, de nutrition à certains médecins issus des DES, et donc c'était le DESC de type 1, donc des diplômes d'études spécialisées complémentaires de type 1 parce que non qualifiants, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune reconnaissance ordinale, donc au niveau de la pratique, et donc ils ne pouvaient pas être, je dirais, mis en avant de manière, je dirais, plus ordinale. Et le troisième point, c'était amplifier, animer la recherche universitaire. Donc voilà, les missions qui étaient confiées donc au recrutement des PUPH et MCUPH de cette section. L'objectif est-il atteint au bout de pas mal d'années maintenant? Clairement, quand on voit effectivement les recrutements qui ont pu être faits, il y a au moins aujourd'hui, mis à part quelques exceptions mais ponctuelles, un enseignant-chercheur en nutrition dans tous les CHU. C'est un premier élément. Et avec une évolution certaine du profil des recrutés. C'est-à-dire qu'on avait, dans les premières années, des gens qui venaient de l'endocrinologie ou de la gastro-entérologie, qui étaient très marqués par leur formation d'origine, alors qu'aujourd'hui, les nouveaux recrutés ont tous une formation assez polyvalente, très orientée sur la nutrition, et sont parfaitement capables, certes, avec, je dirais, des surspécialités, mais parfaitement capables de parler d'obésité, de dénutrition, et de les proposer des prises en charge ou les orienter vers les bons recours.
Donc pour l'enseignement, on a actuellement à peu près 30 à 60 heures en fonction des facultés dans le premier et deuxième cycle, avec un enseignement qui est très organisé. Le CEN a produit effectivement donc un polycopier, un livre, et donc il y a différentes possibilités d'avoir accès à toutes les informations. Donc le programme est très carré, avec environ 70 items à l'ECN donc, qui sont renseignés. On a le desk qui fonctionne, un desk donc sur 2 ans, qui recrute 100 étudiants en moyenne par an depuis au moins une dizaine d'années. Et ce sont donc des DES d'endocrinologie, de médecine générale, de pédiatrie, de santé publique et de gastro-entérologie essentiellement qui fréquentent ce desk. On a désormais également la VAE, la validation des acquis, donc essentiellement universitaire en ce qui me concerne. Donc, et donc en moyenne, on a à peu près dans la région Grand Ouest, à peu près une dizaine par an depuis 3 ans. Et également une validation ordinale maintenant, je pense, dont on reparlera tout à l'heure. Nous sommes présents dans le DPC, on en parlera tout à l'heure aussi. Les unités de recherche ont été également développées avec des centres de recherche en nutrition humaine, les IHU dont on a parlé tout à l'heure, les unités INRA, l'INSERM, les équipes d'accueil dans les universités, donc tout cela s'est développé. Des sociétés savantes qui nous permettent de nous retrouver tous, et en particulier donc la communauté est très soudée autour des journées francophones de nutrition, et puis toutes ces associations autour de la nutrition, que ce soit la Féro pour l'obésité, que ce soit la Société française de nutrition et autres, se retrouvent aujourd'hui dans une fédération de nutrition. Donc il y a une véritable communauté, avec la rédaction d'un référentiel métier également, donc qui définit exactement ce qu'est aujourd'hui un médecin nutritionniste. Donc voilà sur l'aspect, je dirais, universitaire, où globalement la feuille de route est à peu près remplie, on définit à peu près ce que c'est. Par contre, sur le versant clinique, le versant du soin, les choses sont un petit peu plus compliquées. Parce qu'il n'existe pas de recrutement spécifique de PH en nutrition dans les hôpitaux en particulier, donc toutes les équipes mobiles de nutrition qui ont pu être créées à droite à gauche, bien, finalement, sont extrêmement fragiles pour la prise en charge de la dénutrition. Les services qui prennent en charge les patients obèses aussi sont plus ou moins dilués dans d'autres disciplines, en particulier l'endocrinologie, avec la faible appétence que certains de nos collègues ont vis-à-vis de ces patients. Il n'y a pratiquement pas de service hospitalier de nutrition, et donc Paris est quasi une exception, on en a très très peu, donc ça se développe mais de façon extrêmement complexe. Donc la formation clinique de ce fait est extrêmement inégale d'un CHU à l'autre, et effectivement le recrutement des élèves et la formation posent très souvent problème. Et en fait, en ville également, pas de spécialité médicale libérale. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, rien n'est réglé. C'est-à-dire l'offre de soins inadaptée dont je vous parlais tout à l'heure, les guérisseurs droite et gauche prolifèrent toujours, sont toujours là. Et à ce niveau-là, il n'y a pas eu, je dirais, d'action forte, notamment de l'ordre vis-à-vis de cette situation. Mais je pense qu'elle est en train de venir. Et pour la dénutrition, eh bien, il ne se passe rien aujourd'hui, ou très peu, en dehors des hôpitaux, alors que ça devrait faire partie intégrale des missions des médecins nutritionnistes. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, est-ce que la réforme du 3e cycle qui est en cours aujourd'hui, journal officiel, le desk de nutrition disparaît, et il est créé un super DES, donc qui donne qualification ordinale à terme, mais qui est le regroupement de 2 DES, d'un desk et du desk, c'est-à-dire le desk de nutrition. Le desk de nutrition se regroupe avec le desk d'endocrinologie. Donc se forme un nouveau desk, j'insiste sur le terme nouveau, où finalement les 2 disciplines vont être à peu près à part égale, pour former plus d'étudiants qui seront médecins nutritionnistes et endocrinologues. C'est l'objectif qui est donc qui devrait être donc c'est l'objectif qui est proposé par nos autorités, et donc les discussions sont actuellement en cours pour mettre en place justement le cahier des charges et l'enseignement de ce nouveau DS, qui sera complété très certainement par ce qu'on appelle les FST, des formations spécialisées transversales, qui vont être en complément de ces DS pour apporter, alors soit juste un complément de formation, soit une formation supplémentaire. Il va y avoir une FST de nutrition, mais pour l'instant, on n'a pas encore, je dirais, d'informations très claires sur la façon dont on va bâtir ces FST. Et donc, c'est l'objet de tout un groupe de travail qui a été mis en place par le ministère. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui.
Donc il n'y a, je dirais, toujours pas aujourd'hui de médecin nutritionniste au sens ordinal du terme. Il faudra attendre la première, je dirais, production de ce nouveau DES pour les voir apparaître. Donc voilà le tour autour du médecin nutritionniste avec toutes les difficultés que j'ai pu pointer. Alors maintenant, pour revenir sur le sujet de la journée, là je livre une réflexion, mais qui est à la fois, je dirais, universitaire et plutôt personnelle également. Quelle est sa place dans le parcours bariatrique ? Bon, elle est évidemment centrale, on l'a dit, répété, c'est un couple avec le chirurgien, donc, et tout ça doit s'intégrer dans un parcours personnalisé de soins, doit être défini par les CSO. Il y a au moins 1 à 2 CSO par région, ils doivent jouer leur rôle, c'est dans leur mission, donc, de définir ces parcours. Et c'est régional ou local, mais idéalement, ça doit être validé par l'ARS. C'est ce que nous faisons, nous, dans les Pays de Loire, c'est-à-dire on travaille avec l'ARS pour que ce parcours soit clairement identifié et que chaque patient ou médecin de premier recours connaisse, sache quoi faire, qui appeler, ne pas se retrouver en déshérence complète. C'est malheureusement ce qui se produit aujourd'hui, mais également pour les chirurgiens, si j'ai bien compris tout à l'heure. Le deuxième point, c'est que ce médecin doit être en capacité de décision et d'orientation. Il y a 45 000 interventions par an, d'après ce que j'ai compris. Actuellement, tous les patients ne doivent pas être opérés, et donc il doit y avoir un médecin spécialisé qui, à un moment donné, doit rentrer dans la décision de dire non, ce n'est pas nécessairement le bon choix thérapeutique que de l'orienter vers le soin bariatrique. D'autres solutions, d'autres stratégies. Et la prise en charge avant est extrêmement importante, mais pas si compliquée que ça, parce que finalement les patients sont extrêmement adhérents. Et après la chirurgie, d'autant plus qu'il va y avoir de plus en plus de procédures distales, puisqu'on s'aperçoit que finalement le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Et donc on va se retrouver avec de plus en plus de switch duodénaux. Il va y avoir de plus en plus de complications, effectivement on les a citées tout à l'heure, et là il faut des médecins en capacité de prendre en charge l'obésité, certes, en préalable, mais aussi des dénutritions majeures qu'on va voir apparaître en post-opératoire, indiscutablement. On ne sera pas en capacité de suivre tous les patients, les 500 000, c'est pas possible, donc il faut imaginer d'autres parcours, impliquer des paramédicaux, impliquer les médecins de premier recours. Et donc là, c'est le travail qu'on essaie de mettre en place au niveau de ce parcours personnalisé. Donc ça va nécessiter la réimplication, effectivement, de l'universitaire et des autres au sein des formations continues. C'est un point extrêmement intéressant. Savoir détecter aussi les patients qu'il faut suivre et moins suivre. Quelle va être la place de la télémédecine? Parce qu'elle peut avoir une place relativement importante. Notre rôle aussi dans cette télémédecine sera certainement également central. La crainte et le fait que nous constatons tous, c'est que les patients ne reviennent plus, pour la majorité, c'est qu'ils ne vont pas si mal. Le jour où ils ne vont pas bien, et les médecins ne les renvoient pas d'ailleurs, ils les voient régulièrement. On nous les renvoie surtout à distance le jour où ça commence à ne plus aller. Alors effectivement, on peut manquer quelque chose à ce moment-là, c'est-à-dire la surveillance régulière n'a pas été faite, mais un médecin généraliste bien coaché, entre guillemets, je pense, pourrait faire parfaitement ce travail-là, qui est un travail de surveillance, dans 90 cas sur 100. Dans les 10 cas qui vont mal, par contre là, il faut que nous soyons là. Et c'est le dernier point que j'abordais aujourd'hui, parce que je m'aperçois que dans ma pratique, puisque je suis praticien et j'interviens dans la chirurgie bariatrique à tous ces niveaux, c'est aujourd'hui une analyse et les corrections des causes d'échec, ces patients qui reprennent du poids après intervention, qui certainement me posent le plus de difficultés. Donc des explorations spécifiques, là, la calorimétrie indirecte, les questionnaires psychométriques, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à mettre en place ici, et leur interprétation, là, relève vraiment d'une vraie spécialité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Yves Anduze. Bonjour. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment très judicieux de regrouper dans le même métier des endocrinologues et des médecins nutritionnistes? L'endocrinologie, c'est de la pathologie traditionnelle, organique, qu'on connaît tous. La médecine nutritionnelle, c'est quand même à 80%, le nutritionniste, c'est quand même à 80% de la psychologie, de l'analyse du comportement alimentaire. Et les principales causes d'échec de la chirurgie, c'est quand même le comportement alimentaire. Je crois que ce sont deux métiers différents. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne solution. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone du ministre de la Santé? Non, en pratique, si vous voulez, on s'est battu pour ça, en disant que c'était pas le même métier, qu'il fallait créer un DES spécifique. C'est clair. Bon.
Et on a eu à un moment donné un DES commun, c'est-à-dire tronc commun, puis 2 branches, qui effectivement différenciaient 2 DES, 2 disciplines différentes, 2 spécialités différentes à la fin. Et puis au dernier moment, il y a eu je ne sais quelle histoire qui a fait que finalement on nous a dit regroupez-vous. Donc on en est là aujourd'hui. Alors que sera l'avenir demain, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, ça veut dire qu'on va devoir former plus, ça c'est clair, de spécialités, et que dans l'élaboration du programme du DES, du nouveau DES tel qu'il est aujourd'hui, la place de l'endocrinologie ne sera pas à 90% et 10% pour la nutrition, ça sera au minimum 50-50. C'est-à-dire qu'on va vraiment former des endocrinologues nutritionnistes, mais qui vont s'occuper de nutrition. Voilà, c'est aujourd'hui, si vous voulez, l'enjeu principal de ce DES. Mais je partage 200% votre avis. Oui, Albert-Claude Benamou, UPMC. Quelle va être la distribution entre les FST et, par exemple, les diplômes d'université et les DESC 2 comment les choses vont s'organiser? Est-ce que la confusion ne va pas être énorme? Elle est déjà énorme, je vous arrête tout de suite parce que énorme, je ne peux pas vous répondre. Entre les DES mixtes comme ça, plus les FST qui vont être accessibles de manière plus ou moins aléatoire, je veux avoir un complément en nutrition, je fais un FST, et puis et on supprime les DU ou les DIU, etc. Comment Alors, écoutez, là, je peux absolument pas vous répondre, puisque la commission de monsieur, j'ai oublié son nom, Schlemmer, voilà, Bruno Schlemmer, est actuellement en cours, hein, c'est-à-dire, ils doivent définir exactement la question que vous venez de poser. Alors, si ça se trouve, vous avez la réponse. Si vous l'avez, donnez-la moi. Mais là, actuellement, donc, souvent sur les FST, on ne sait pas si on aura effectivement le petit saupoudrage, je donne un petit plus à ma formation de l'autre DES, ou si ça sera quelque chose de très pointu, particulière et avec un peu de chance qui sera reconnu sur le plan ordinal et sur le plan de la caisse d'assurance maladie. Bon, enfin, des actes. Ça, pour l'instant, on n'a pas le retour, la FST, on n'a pas encore le mode d'emploi de la FST. À notre niveau. Peut-être que c'est déjà prêt, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Alors, dans la conception que j'ai de l'histoire aujourd'hui, il est clair que les DU, ou les DU, vont non, parce que si la FST n'est pas un apport de surspécialité, où est-ce qu'elle va s'apprendre, la surspécialité, le niveau 3? C'est-à-dire, finalement, les cas compliqués, vous voyez, tout ce genre de choses, on n'aura pas d'autre choix que d'aller vers les DU. Voilà, donc, parce que là, faire de l'endocrinologie, nutrition, en 4 ans, avec 3 années de formation, plus une de consolidation, un programme, quand vous le voyez, c'est travaux d'Hercule, hein. Donc, on va être obligé d'alléger la formation de base, c'est clair. Et donc, il va bien falloir que la surspécialité s'acquiert quelque part. Et je vois pas autrement, je vois pas d'autres endroits que les DU. Il n'y a pas d'autres questions? Si je voudrais rajouter un petit point pour répondre à la... Oui. Voilà. Je suis médecin nutritionniste à Nantes, donc nous participons tous les mois très régulièrement donc à des RCP de chirurgie bariatrique. Alors, je pense qu'il y a quand même un problème probablement ordinal, mais également de communication. Les médecins nutritionnistes, nous sommes nombreux en France, regroupés sous l'association de la FNAM, et qui nous formons depuis des années à la nutrition, et en particulier à la chirurgie bariatrique. Je fais partie de ceux qui ont passé le DESC, donc qui n'a pas de reconnaissance ordinale, mais au niveau de la formation spécifique, je pense l'avoir et je pense ne pas être la seule. Nous sommes formés pour les cas difficiles. Je pense que nous ne demandons que ça, nous, d'être reconnus de manière ordinale. D'abord, si vous voulez, le monde académique, entre guillemets, ne vous a jamais, entre guillemets, abandonné, n'a surtout pas dit que vous n'étiez pas formé, hein, puisque notamment on vous a formé à travers le DESC. Et donc aujourd'hui, on est bien sûr à vos côtés pour essayer de trouver des solutions, et en particulier sur le plan ordinal, puisque c'est assez compliqué et l'histoire n'est pas complètement claire et définitivement réglée.
je voulais juste un point pour revenir à votre question, madame, tout à l'heure, c'est-à-dire que je vous l'ai dit, on ne pourra pas suivre tout le monde. Et donc j'ai parlé des médecins de premier recours, c'est une évidence, mais je pense surtout que les coopérations interprofessionnelles devraient avoir une place à terme au sein de l'organisation du parcours de soins des patients qu'on pourra mettre en place. C'est-à-dire qu'une infirmière, comme ça se passe déjà à Paris, ou une diététicienne ou autre, puisse faire un point avec le patient et laisser du temps au médecin pour les cas les plus compliqués, m'apparaît être quelque chose d'intéressant. Maintenant, je vais me retourner vers vous en disant mais comment ça peut se faire? C'est-à-dire, à un moment donné, il va y avoir des financements à trouver pour ça. Et là, j'attends votre communication avec impatience. Vous avez parlé de la place de la télémédecine. Quelle place pour vous voyez de la e-santé, et en particulier peut-être aussi de l'ubérisation de la prise en charge des patients par les applis santé, parce que il y en a un certain nombre dans le domaine de la nutrition. Et comment mettre de l'ordre là-dedans également, et peut-être reconnaître un certain nombre de choses par la Haute Autorité de Santé pour que ce soit véritablement éthique et utile, et ce qui est peut-être dangereux, marketing, etc. Il faut médecin. Ouais. Alors, sur ce point, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'apparaître, c'est-à-dire on a exactement la même chose que pour les médecins nutritionnistes, entre guillemets, ou les nutritionnistes, c'est-à-dire on voit une jungle marchande, en fait, essentiellement, mercantile, qui est en train de se développer. Je pense que notre responsabilité, c'est qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui, c'est-à-dire à partir des services académiques, d'essayer de développer des outils qui soient effectivement utiles. Donc il y en a un qui était à Bicham et qui a capoté, qui est en train de repartir, qui était Barianet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de celui-là. On est en train de travailler avec Boris Ancel autour de ça, c'est-à-dire mettre en place des outils qui viennent je dirais, des centres spécialisés et qui ne viennent pas d'une officine qui cherche à vendre une application. Bien. Oui. Une dernière question, parce qu'on a un petit peu de retard. Non, pas dernière question, mais peut-être brin de réponse. Désolé, je sais pas, il y avait un incident de machin dans le BIB, bon bref, j'insiste pas. Deux réponses. La première, la coopération interprofessionnelle, le rôle d'un réseau de santé à l'échelon régional comme Ronde, je crois, je crois que beaucoup de démarches pour faciliter la coopération avec l'ensemble des professionnels qui s'intéressent à l'obésité, et plus spécifiquement l'organisation du parcours de santé, avec un grand S, pour ces personnes en situation d'obésité complexe. Enfin, quand je dis complexe, c'est vraiment plus que complexité dans la gravité médicale, et ce depuis plusieurs années. Et je pense que c'est une réussite, parce que les médecins nutritionnistes qui travaillent avec Ronde participent à plein d'actions. En particulier, ce sont mes soutiens en matière d'éducation thérapeutique. Ce sont mes soutiens quand effectivement il y a besoin d'une orientation dans un secteur de niveau 3. Et nous avons l'habitude de travailler ensemble en termes de formation depuis des années. Donc c'est peut-être un exemple. Je voudrais aussi insister sur Théo, puisque Théo va naître, vraiment développé. J'ai les dernières instructions de la CNIL. Donc Théo, c'est pas de la, comment tu disais, je sais plus. C'est un vrai projet de télémédecine. C'est un vrai projet de télémédecine financé par l'ARS Île-de-France, qui a comme particularité d'impliquer toutes les structures possibles sur une région pilote qui est le 78 et le 91 pour l'instant, mais j'espère bien que ça montrera toute son efficience et qu'assez vite ça puisse être effectivement utilisé par les médecins de premier recours, par les médecins de deuxième recours, par les médecins nutritionnistes, et j'espère bien qu'ils vont effectivement faire partie de tous les usages de télésurveillance, de téléconsultation, de téléexpertise qui sont prévus dans cette expérience. Très bien, merci beaucoup. D'abord, deux remarques. C'est effectivement, le mot réseau a été prononcé. Alors, je sais que Manu Cromont, qui est là, aussi a animé un réseau dans le Nord. Dans les Pays de Loire, les réseaux ont eu beaucoup de difficultés à survivre. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose dans vos régions, où finalement, les ARS ont quand même fortement réduit les voilures.
à ce niveau-là, et ce qui nous a pour la plupart mis en difficulté, hein, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, je ne connais pas Théo, donc je le connaîtrai avec plaisir. Pour reprendre une des questions que vous posiez tout à l'heure, nous essayons de nous développer dans notre région, au moins autour de notre CSO, puisqu'on travaille public-privé de manière tout à fait très perméable. Hein. Les RCP sont communes entre les cliniques de ville et l'hôpital. Et on essaie de développer un dossier partagé qui permettrait effectivement, par certains côtés, de rompre l'isolement dont vous parliez, puisque finalement chacun aura accès aux mêmes informations autour du même patient. Très bien. Merci beaucoup. Donc,